Salut Bandelou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle chronique lecture que je suis super heureux de vous présenter puisque enfin, ça y est, je m'y suis mis, j'ai avalé la briquette, une bonne briquette de plus de 500 pages sortie chez Gallimard Jeunesse. Je vous parle aujourd'hui du premier tome de la saga de Cristal Davos, La Passe Miroir. Donc La Passe Miroir, c'est un livre de fantasy dans lequel l'humanité vit sur les restants de l'ancien monde. On va dire leur ancienne planète qui a éclaté en 1000 morceaux à la suite d'un grand cataclysme qu'on appelle la déchirure. La déchirure, on nous la décrit un peu comme Dieu qui a fait un jour une énorme bêtise et pouf, ça fait des chocs à pic. Sauf que là, les chocs à pic, en fait, c'est des morceaux de terre qui flottent, voilà, comme ça, dans l'atmosphère, et ces morceaux de terre, on les appelle des arches. Et sur chacune de ces arches vit ce qu'on appelle un esprit de famille. C'est un être fabuleux, immortel, doté de pouvoirs très particuliers, qu'il transmet à sa descendance, à savoir l'humanité, puisque les habitants de chaque arche sont en fait les descendants de cet esprit de famille. Et en tant que bons descendants, ils héritent des pouvoirs de cet esprit de famille. Par exemple, sur Anima, qui est l'arche sur laquelle vit notre héroïne qui s'appelle Ophélie, les habitants héritent du pouvoir d'insuffler de la vie dans les objets. Ils peuvent également se servir de leurs mains pour toucher les objets et remonter dans l'histoire de cet objet, remonter, savoir qui l'a créé, la vie de l'objet, tout simplement, un peu comme dans l'émission de France 2, là. Et ce pouvoir diffère d'arche en arche en fonction de l'esprit de famille. Je vais pas aller dans le détail de tous les pouvoirs, parce que sinon on en a pour 1000 ans, mais en tout cas, c'est super intéressant de voir que les pouvoirs varient d'une arche à l'autre. On va donc se recentrer sur l'histoire, je vais vous parler d'Ophélie, c'est notre héroïne, c'est une jeune fille, on ne connaît pas vraiment son âge, mais on connaît à peu près son apparence. Elle est plutôt lambda, elle cherche pas à s'apprêter, elle a des longs cheveux bouclés, elle a des grosses lunettes, elle a une grosse écharpe, bon, plus grosse que celle-là, hein, et surtout que son écharpe, c'est un peu son petit toutou, en fait. Elle vit son écharpe, elle n'est pas contente, elle sait l'exprimer lorsque Ophélie la laisse sur un fauteuil pendant 24 heures et ne la porte pas, elle est pas contente, elle peut s'exclamer de joie, enfin, elle va pas parler, mais elle va gigoter dans tous les sens parce qu'elle est contente de retrouver sa propriétaire. Bref, c'est un vrai petit animal de compagnie, cette écharpe. Comme tous les animistes, Ophélie possède donc le pouvoir de lire le passé des objets, également d'insuffler la vie dans ces objets, ou même de les réparer en les soignant. Elle peut soigner ses lunettes, par exemple, en plusieurs jours, juste en prenant soin d'elles. Ce qui est assez pratique, hein. Donc comme tous les animistes, Ophélie va avoir la possibilité d'insuffler de la vie dans les objets, elle va pouvoir leur parler, interagir avec eux, elle va pouvoir également lire leur passé, c'est pour ça qu'elle travaille dans un musée avec son grand-oncle, mais elle a aussi un pouvoir très particulier qui est celui de traverser les miroirs. C'est une passe-miroir. Ce pouvoir est très pratique parce qu'il lui permet comme de se téléporter d'un bout à l'autre de l'arche sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Il lui faut simplement être capable de se retrouver dans son reflet, d'être fière de ce que son reflet projette d'elle. Si elle n'est pas en adéquation avec sa propre personnalité, ça ne marchera pas. Et ça, c'est un détail qui est super important dans le reste de l'histoire. Peut-être pas forcément dans le premier tome, mais c'est vraiment une caractéristique que j'ai beaucoup appréciée. Bon, par contre, faut pas déconner, hein, c'est pas un pouvoir qui va lui permettre de relier Paris à New York en 2 secondes 12, hein. Non. Il faut que vraiment la distance soit raisonnable. Donc voilà, on commence l'histoire avec elle, avec son grand-oncle, sauf que voilà, il se passe un truc qui va venir chambouler l'existence d'Ophélie, c'est son futur mariage. Ophélie va en effet être mariée à un puissant homme qui appartient à une autre arche, celle du pôle, qui est une arche très grande, 3 fois plus grande qu'Anima, et elle est peuplée de gens très puissants, et on va justement la marier à un puissant. Bon, les raisons de ce mariage sont encore assez obscures pour Ophélie, elle se doute que ce sont pour des raisons diplomatiques, voilà, c'est pour la bonne entente entre les arches, et de toute façon, ma petite Ophélie, on lui dit, tu n'as pas le choix, tu as déjà refusé beaucoup de fois d'être mariée à divers cousins, etc., qui ne te plaisaient pas, maintenant tu vas bien la fermer, et tu n'auras pas d'autre choix que de te marier avec cet homme. Donc, au départ, extrême somme, hein, parce qu'Ophélie va se retrouver mariée à un grand dadais inexpressif, aussi froid qu'un congélateur sur la banquise, autant vous dire qu'elle est pas sortie de l'auberge, la petite. Thorn, puisque c'est son nom, est très grand, pas aimable pour un sou, très pâle de peau, il est balafré, et il a l'air aussi intéressé qu'Ophélie par ce mariage, hein, c'est-à-dire pas du tout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce prétendant n'a pas du tout l'image de ces gosses beaux qu'on peut retrouver
dans les émissions de télé-réalité, ou plus sérieusement, dans les livres young adultes, par exemple, où on se retrouve face à des clichés de bogossitude incroyables. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant avec La Passe Miroir, et donc avec ce premier tome, Les Fiancés de l'Hiver, c'est qu'on a deux protagonistes qui n'ont pas forcément tout pour eux. C'est vraiment leur personnalité qui va jouer, pas leur physique. Voilà, c'est pas des caricatures, c'est pas des stéréotypes de bogossitude comme on peut retrouver dans certains romans, c'est vraiment des personnages qui vont se démarquer par leur façon d'être. On va progressivement s'attacher à eux, même si, à dire vrai, m'attacher à Thorn, franchement, au début du récit, je pensais vraiment pas que ça allait être possible. Hein. Non. Bah, en même temps, c'est vrai, c'est un peu difficile de te prendre d'affection pour un congélateur, quoi. Donc bien sûr, pour suivre son futur époux, Ophélie ne va pas avoir d'autre choix que de quitter son arche natale et se retrouver au pôle. La grande capitale, surtout, du pôle, c'est la Citatielle, une île flottante au-dessus du pôle, et elle va y faire la connaissance de personnes extrêmement feel-good. Non, c'est faux. Non, ils ont la grosse habitude de se tirer dans les pattes les uns des autres, c'est assez insupportable. On ne peut y faire confiance à personne. Voilà, c'est dit, tu fais confiance à son père. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces gens peuvent te planter un couteau dans le dos à n'importe quel moment. Ça fait des jolis sourires. Tout est basé sur l'illusion. Parce que c'est ça, le pouvoir des habitants du pôle. Donc, je vous parlais des animistes tout à l'heure, qui ont un pouvoir relativement pacifique quand on y pense. Ils peuvent toucher les objets pour pouvoir remonter le passé, ou encore les réparer. C'est assez pacifique en soi. Eh ben, prenez le clan des dragons, par exemple, le clan de la famille de Thorn. Eux, ils peuvent se servir de griffes mentales pour asséner de véritables coups, de véritables blessures physiques à leurs adversaires. Ouais, parce que l'illusion est tellement forte, leur cerveau pense qu'il est vraiment blessé, si bien que les blessures apparaissent réellement. Et d'ailleurs, c'est très pratique pour le clan des dragons, qui sont les véritables chasseurs du pôle, et qui chassent les bêtes féroces comme ça. Donc on était sur un niveau de seum déjà qui était... ouais, pas mal, et ben on est passé encore un cran au-dessus avec Ophélie qui n'a pas d'autre choix pour survivre que devoir faire profil bas, et qui va également en profiter pour apprendre davantage de choses sur sa nouvelle famille, puisque elle n'a pas le choix, elle va devoir y passer le restant de ses jours. Alors, la première chose que je me suis dite en terminant ce livre, c'est « Waouh ! Waouh !» Et pourtant, c'était pas gagné. Non, on se calme, c'était pas gagné. C'est vrai que quand on attaque la lecture d'un livre à succès comme La Passe Miroir, qu'on en a entendu des éloges incroyables et que on commence déjà sa lecture en fait avec un a priori. Voilà, on se dit mais si moi j'aime pas, et si par pur esprit de contradiction j'aime pas le livre, que va-t-il se passer ? Comment vais-je pouvoir défendre mon opinion seul contre tous ? Non, c'est faux. Il y a des gens qui n'ont pas aimé et ils l'expliquent très bien. Moi, pour le coup, j'ai aimé. De toute façon, comme on dit, hein, toutes les opinions, c'est un peu comme l'anus, tout le monde en a un, donc c'est pour ça que je vous invite, même si vous voyez des opinions diverses et variées, contraires, etc., un livre pas forcément bien noté, à vous procurer le livre, quitte à vous le procurer dans une bibliothèque pour éviter de le payer, mais au moins à vous faire votre propre opinion sur un livre. Voilà, il n'y a rien de mieux. Là, on a clairement affaire à un univers qui mérite d'être découvert, tellement c'est habilement construit. C'est complexe, c'est habile, c'est très détaillé, et en même temps ça reste incroyablement cohérent, donc déjà chapeau pour ça. Sauf que voilà, pour parvenir à cette conclusion, il a fallu que je franchisse une étape, et pas des moindres, qui consistait à lire 200 pages pour enfin m'imprégner de l'histoire, parce que j'ai mis 200 pages à vraiment rentrer dedans. Parce que toute la première partie de l'histoire qui se déroule donc sur Anima, où on fait connaissance d'Ophélie, de sa famille, où on assiste aux préparatifs de l'accueil, c'est même pas les préparatifs du mariage, c'est l'accueil de Thorn sur Anima, c'est beaucoup de prout-prout, beaucoup de frivolité, beaucoup de... bah voilà, ça jase dans tous les sens, et ça se prépare, et ça insulte Ophélie parce qu'elle en a rien à battre. Je sais pas, ça m'a pas intéressé, j'étais pas dedans, et je me suis dit, bon, c'est un peu long quand même. Puis on va pas se mentir, la famille d'Ophélie, c'est pas non plus la famille la plus intéressante qui soit, hein. Par contre, à partir du moment où on va arriver dans la pseudo-deuxième partie de l'histoire, c'est pas vraiment la deuxième partie, mais quand on aura quitté Anima pour rejoindre le pôle, et qu'on commencera à découvrir un peu le climat hostile, et aussi les gens hostiles qui y vivent, là ça va être intéressant. Et la famille de Thorn, elle mérite d'être découverte, parce que franchement, une famille comme ça, je vous la souhaite pas. Et puis, à passer de ces 200 pages, on commence à lire, à se laisser... Enfin, moi, personnellement, je parle vraiment de ma propre expérience, je me suis laissé embarquer par l'histoire,
Et puis finalement, j'ai réalisé que les 200 pages que je venais de traverser, même si j'étais pas dedans, elles étaient nécessaires. Elles étaient nécessaires parce que il faut bien mettre en place tout l'univers, expliquer un peu pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi est-ce que les objets sont animés, qu'est-ce qui donne ce pouvoir aux objets, ce pouvoir aux animistes, pourquoi est-ce que l'univers fonctionne comme ça, et comment est-ce qu'il fonctionne. Donc évidemment, on va pas vous larguer dans un univers comme ça ferait de ce livre un mauvais livre. Si, et ça c'est mon opinion, ce livre est très bon, c'est justement parce qu'on est passé par cette phase où, sans grosse lourdeur, on va vous expliquer comment fonctionnent les choses, et ça c'est voilà, on ne le réalise qu'après, donc c'est un peu désagréable au début, mais c'est pour ça que j'appelle cette lecture une lecture récompense. Parce que vous êtes parvenu jusque-là, bien, du coup maintenant vous allez pouvoir kiffer votre race. Faut pas oublier que c'est de la fantaisie. Voilà, il se passe des choses extraordinaires avec des êtres complexes, dotés de pouvoirs fabuleux, donc il faut expliquer tout ça, c'est un énorme travail, et en 200-300 pages, voilà, le plot est posé, on sait où on est, maintenant on peut avancer, et ça c'est habile. Et quant aux personnages principaux, je trouve que leur développement progressif est plutôt très bien amené. Donc je le disais en début de vidéo, Ophélie est plutôt très quelconque d'apparence, elle fait pas attention à quoi elle a l'air, d'ailleurs ça exaspère sa famille, qui est, comme je vous le disais, très basée sur l'apparence. Mais c'est ça qui est vachement bien avec Ophélie, c'est qu'elle est pas... Elle a déjà un peu de caractère, et ce qui est encore mieux sur son personnage, c'est qu'elle va se révéler au fur et à mesure de l'histoire. Elle part pas déjà complètement perdante, c'est pas la chiffre molle, quoi. Elle a déjà un peu de caractère. Elle va dire à sa famille, même à Thorn, vous voyez, on n'a pas beaucoup de points communs, quoi. Vous voyez que votre famille, comme la mienne, elles ont pas fait forcément les meilleurs choix. Bon, on n'a peut-être pas le choix, mais faut peut-être se rendre à l'évidence, quoi. C'est un peu con ce qu'on est en train de faire. Donc elle est pas dénuée de logique. Elle a de la jugeote, elle a son petit caractère, donc elle part pas perdante. Mais voilà, un peu de sourire, bordel! Mais ça fait la gueule tout le temps dans ce roman, c'est compliqué, voilà, un peu de force, t'as du peps, t'as du caractère, ok, on a compris, ça c'est vachement bien, mais serre-toi-en, fais la femme forte, justement, enfin la jeune fille forte. Là, t'es trop timide, mademoiselle, Parfois, ça m'a un peu exaspéré, cette timidité. Bon, en même temps, c'est vrai, on lui pardonne, elle est résignée, c'est le somme ambiant. On va la marier de force à quelqu'un de puissant, elle a pas son mot à dire, elle doit quitter son arche natale, elle quitte sa famille, bon... On va pas lui demander de sauter à la gorge de Thorn en lui disant « Oh, mon amour, je t'aime, merci. » Non, évidemment que non. Mais voilà, le problème, c'est que comme tout le monde fait une tête pas possible, Thorn, lui, je vous ai dit, c'est un frigo, et c'est compliqué, quoi. Donc il n'y a pas énormément de joie là-dedans. Mais c'est compensé par tous les mystères, toutes les zones d'ombre qu'on va devoir découvrir et désépaissir au fil des pages. Heureusement, plus on va avancer dans l'histoire et plus Ophélie va oser des choses, elle va s'affirmer, elle va monter le ton, et ça, c'est super appréciable. Et pour Thorn, on part vraiment sur un personnage antipathique, froid, qui n'a pas forcément, donc du coup, il n'est pas dans le stéréotype du beau gosse, il est balafré, il a rien pour lui, franchement, je me voyais très mal l'apprécier, vraiment. Le mec est insupportable. Il est je m'en foutiste, il est dédaigneux, il est hautain, voilà quoi, c'est juste, t'as juste pas envie de l'avoir comme pote quoi. Mais heureusement, il va commencer à s'ouvrir. Vers la fin du livre, il va commencer à s'ouvrir quoi, on va commencer, voilà, il a une progression, on va dire un développement du personnage qui est plus tardif par rapport à Ophélie qu'on va suivre beaucoup plus, puisque c'est vraiment Ophélie qui est au centre de l'histoire. Thorn est un personnage principal, mais on va le suivre un peu moins, donc son développement va être un peu plus tardif, mais c'est bien, au moins on sait où on va, il commence à s'ouvrir un peu plus à Ophélie, il va commencer à prouver peut-être éventuellement quelque chose pour elle, si c'est pas de l'amour, c'est au moins un peu plus d'attention, il va avoir peur pour sa sécurité, il va se montrer un poil plus protecteur, c'est vraiment ridicule, c'est tout petit cette progression, mais au moins on avance. Donc voilà, pour résumer, en ce qui concerne le développement de personnage, on est sur quelque chose de très fluide, quelque chose de toujours très cohérent, et ça c'est super intéressant, super agréable aussi à lire, parce qu'on est sur un style d'écriture qui est vraiment très... tout aussi fluide en fait. On comprend assez vite la logique de réflexion des personnages, et voilà, on part sur des personnages qui sont pas difficiles à comprendre, on les appréhende bien,
Et moi, je voudrais aussi attirer votre attention sur 2 autres personnages. Je peux pas ne pas parler de la tante Roselyne, hein, qui sert de chaperon à Ophélie, qui donc accompagne sa nièce sur le pôle pour pouvoir la préparer au mariage. Et elle, alors, c'est génial, parce que autant Ophélie, elle est résignée, elle a le seum, elle s'émerveille de rien, bref, voilà. Autant Roselyne, elle est là, mais elle est choquée. Elle est choquée. Ok, donc on est en train de marier ma fille à quelqu'un qui appartient à un clan où tout le monde peut se tuer les uns les autres, où tout le monde est hostile les uns envers les autres, donc c'est génial, on est en train d'envoyer ma nièce au purgatoire, en fait. Pourtant, c'était pas gagné, hein, le côté de la tante Roselyne, très prout-prout, très « Oh ma fille, t'es encore pas bien coiffée, comme machin », vraiment, c'est vraiment la sœur de la mère d'Ophélie, vraiment, très orienté prout-prout, allez, tu dois bien t'apprêter, machin, tu dois plaire à ton mari, oh là là, ma fille, t'es pas fou, oh là là, tu vas lui mettre la honte, oh machin, parce que ce qui est très drôle, c'est un des événements du début du récit, c'est que Ophélie, elle est pas habituée à être dans un dirigeable, à voler, etc., elle te lâche une galette devant Thorne, qui blémit, qui est comme ça, ok, je vais me marier à ce truc. Il y a un léger souci. Donc évidemment, ça la fout mal. Mais d'un autre côté, ce que j'ai beaucoup aimé avec Roselyne, c'est que on va s'attacher à elle. Voilà, il va lui arriver une grosse misère avec le personnage du chevalier. Ceux qui ont lu le récit savent de qui je veux parler, sinon je vais pas m'étendre dessus parce que ça va être un spoil. Mais après cette péripétie avec le chevalier, moi je me suis attaché à Roselyne parce que je me suis dit, oh la pauvre, mince quoi. Et Ophélie, comme c'est sa seule famille qui l'accompagne au pôle, elle va être là, elle va vouloir tout faire pour sortir sa tante d'un mauvais pas, et je trouve que ce rapprochement entre Ophélie et sa tante, surtout le rapprochement de la tante d'Ophélie vers sa nièce, qui s'explique par le fait que elle réalise que l'univers dans lequel sa fille va évoluer tout le restant de ses jours est très dangereux, malsain, c'est vraiment pas un air respirable sur le pôle. Je trouve que c'est vraiment attendrissant, et c'est une évolution de personnage que j'ai également pas mal appréciée. Puis je pourrais aussi parler d'un 4e personnage qui est Bérénilde, c'est la tante de Thorne, qui a une grosse importance dans l'histoire, mais qui est étrangement un personnage que j'ai pas encore réussi à cerner. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas, en fait. C'est un personnage qui peut se montrer très froid, très glacial, qui a le pouvoir des griffes, elle aussi. Elle s'en sert à un moment donné contre Ophélie, donc moi je me dis, mais... meuf, qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Je n'arrivais pas à comprendre les dessins, les motivations de Bérénilde. Donc c'est un personnage qui m'a un peu laissé... je sais pas, j'ai une opinion un peu mi-figue, mi-raisin sur ce personnage-là, donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que je me dis... J'ai envie de voir ce qui va devenir de Bérénilde dans le 2e tome, vraiment. Donc autant j'ai pas vraiment d'opinion sur ce personnage, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas, autant j'ai envie de la suivre. Et elle a une importance capitale dans le récit, donc une raison de plus pour pouvoir lire le tome 2. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de La Passe Miroir ? Bon, je vous ai déjà donné quand même pas mal d'éléments de réponse. Franchement, ce tome-là, c'est, je trouve, l'exemple même de la lecture récompense. Voilà, je sais pas si j'ai inventé un terme ou quelque chose comme ça, mais c'est une lecture qui peut être un peu laborieuse au début. J'ai trouvé, après voilà, c'est vraiment mon opinion, j'ai trouvé ça un peu laborieux au début, pas forcément ultra intéressant, et puis finalement, quand vous êtes arrivé 200-300 pages plus loin, vous vous dites que, ah ouais, mais c'était nécessaire en fait. Donc ok, pas de souci, je pardonne la longueur, et maintenant je savoure, maintenant que je sais tout ça, je vais pouvoir comprendre l'univers dans lequel j'évolue. Donc j'ai trouvé ça super sympa, vraiment, c'est annonciateur de très bonnes nouvelles pour le tome 2, que j'ai très hâte de commencer, voilà, il est derrière moi d'ailleurs, ce tome 2. C'est une pépite de trouvailles narratives, un mélange très savant, très complexe de personnages très fouillés, de pouvoirs, d'événements, de lieux fabuleux, tout ça qui sont... Voilà, c'est vraiment un très bon mélange, un très bon cocktail, donc on a un très très bon livre de fantasy qui commence très très bien, avec un tome 1 relativement long, 500 pages, 520 pages. Le deuxième en fait 550, donc on est sur de bonnes grosses briquettes, mais qui vont vraiment vous plaire au plus haut point si vous aimez toutes ces histoires de famille, de pouvoir, de mystère. Voilà, j'ai vu certaines reviews en fait du tome 2 qui s'annoncent très policier. Ça s'appelle Les Disparus du Clair de Lune, donc c'est pas pour rien, hein, j'imagine. Alors, je vais simplement émettre un petit bémol. Parce qu'il faut bien, faut bien trouver quelques défauts quand même, sinon c'est pas drôle. J'ai trouvé que certaines situations, certains problèmes,
était résolu un peu trop facilement. C'était un poil trop simple. C'est jamais incohérent, ça faut le savoir. C'est juste un peu trop rapide pour moi. Je me suis dit, oh là là, Ophélie, elle est dans cette situation-là, mais comment elle va faire pour s'en sortir? C'est ça le sel d'une histoire. On se dit, mais comment l'auteur s'est débrouillé pour mettre son personnage dans un fourbi pareil, et comment le personnage va s'en sortir? Eh ben, j'ai trouvé ça assez simple. Je me suis dit, mais c'est l'affaire que de quelques pages, en fait. C'est résolu, et après, le personnage peut vivre sa vie comme ça. On fait un chantage monstrueux à Ophélie à un moment donné dans le livre, je vais pas vous donner trop de détails, sinon c'est beaucoup de spoil, mais en fait, ce personnage, allez, il est plus là, c'est bon, il y a plus de chantage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le personnage n'est plus là. Voilà, on s'en débarrasse, nickel. Donc, bon, je vous dis pas qui... machin, je pense que les personnes qui ont lu savent de quoi je veux parler, c'est très compliqué d'expliquer, voilà, je le dis à chaque vidéo, mais c'est vrai, c'est difficile d'expliquer ses pensées sans spoiler, mais voilà, le personnage disparaît, pouf, il n'y a plus de problème. Et puis c'est l'affaire de quelques pages, quoi, c'est d'un chapitre ou deux. Je me dis, c'est des problèmes qui sont trop graves, c'est des situations qui sont trop complexes pour en sortir comme ça, donc j'ai trouvé ça un poil regrettable, mais ce n'est jamais incohérent. C'est ça qui est génial, c'est qu'on se dit, elle va sortir comment cette histoire? Ah, comme ça? Ah, ouais, d'accord, ok, ouais, bon, oui, pourquoi pas. J'aurais aimé voir quelque chose d'un peu plus long. Étrangement, je me plaignais des longueurs au début, mais là, pour le coup, ça méritait peut-être un développement un peu plus fouillé que ça. J'ai trouvé ça un peu simple, mais voilà, c'est vraiment parce qu'il fallait que je trouve un truc, voilà. Par simple esprit de contradiction, il fallait que je dise, ouais, mais ça, j'ai pas aimé. Non, ce livre, c'est clairement l'un des meilleurs livres que j'ai lu jusqu'à présent. J'ai très très hâte de lire le tome 2 et je vous le conseille fortement. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et à me laisser vos impressions. Si on partage la même opinion, si vous avez une opinion différente, n'hésitez pas à me la partager également. Je lis et réponds à un maximum de commentaires. N'hésitez pas non plus à ne pas les consulter si vous n'avez pas lu le livre, parce que ce sera une zone de spoil assez affreuse, donc lisez d'abord le livre et venez nous rejoindre après. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, cliquez sur la petite pastille qui va apparaître dans quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait, parce que sinon, moi j'appelle les dragons et ils vont utiliser leurs griffes sur vous, je vous le dis. En attendant la prochaine vidéo, justement, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, et sinon, je vous embrasse sur le bout de vos truffes humides, et je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.